Je crois qu'on a été très très heureux en tout cas de présenter ce petit déjeuner autour des 5 dimensions de la prospection. Il y a un vrai intérêt à partager en tout cas des orientations qui pour nous semblent nouvelles, peuvent faire avancer le secteur du fundraising. Donc voilà, on a mis en place des stratégies, on avait envie de les partager. On ne dévoile pas tout bien évidemment, mais néanmoins voilà, l'échange est important et je crois que enfin, ça peut faire avancer dans la réflexion en tout cas ce secteur qui est prometteur et dont on a un vrai besoin. C'était un sujet apparemment un peu basique, la prospection, comme la fidélisation. On a prouvé ce matin que ça intéressait beaucoup de monde, c'est-à-dire que probablement on ne creuse pas assez, on ne remet pas suffisamment en cause les manières d'aborder la prospection. Et c'est vrai qu'au bout de 6 ans d'expérience, c'était important de dire que oui, c'est possible de faire bouger les lignes. La définition du mot prospecter. C'est un mot tellement banal dans le marketing que tout le monde croit le connaître. Effectivement, on trouve dans le dictionnaire cette définition tout simple qui évoque directement votre métier, qui est de chercher des nouveaux clients à l'aide de divers moyens de prospection. C'est pas très, ça n'éveille pas grand-chose. On a une autre définition qui est peut-être plus fondamentale et qui élargit le spectre, c'est examiner un terrain pour y rechercher des richesses minérales. Et tout de suite, ça amène à réfléchir différemment sur la prospection, se dire que, effectivement, qu'est-ce que c'est que prospecter? C'est, au milieu de millions d'individus, qui sont les foyers français, les ménages, essayer de déterminer, trouver la bonne manière d'agir sur chacun d'entre eux, en ayant le maximum de finesse de connaissances. Souvent, prospecter est remplacé par le terme de conquérir. C'est vrai que là, la conquête, tout de suite, ça évoque des choses un peu plus plaisante, c'est la découverte, c'est la connaissance, et c'est aussi la séduction, puisque l'objectif de la prospection, c'est pas simplement d'acquérir de nouveaux clients, avec cet horrible terme de recrutement, mais c'est surtout de le séduire, faire en sorte qu'il reste, qu'il demeure un client, en l'occurrence dans le fundraising, un donateur fidèle le plus longtemps possible. Alors j'ai dit tout à l'heure, fidéliser, prospecter, c'est un peu le b.a.-ba du marketing, de manière radicale. On distingue les populations entre ceux qui sont déjà donateurs, les fidèles, et ceux qui ne le sont pas ou qui pourraient l'être, le potentiel, c'est-à-dire les prospects. Première question basique, pourquoi prospecter? Pour répondre à cette question, il faut se poser une autre question qui est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne prospecte pas, ou qu'on ne prospecte pas, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est vrai qu'en temps de crise, on peut entendre de la part de certains cette idée de dire bon, puisqu'on a des difficultés, puisqu'on a moins de moyens, on va peut-être arrêter de prospecter. L'expérience va vous montrer tout à fait illustrative de ce qui se passe lorsqu'on arrête de recruter. De 92 et 2004, sur ce graphique, vous voyez un niveau de recrutement qui baisse chaque année, et on observe ce qui est le nerf de la guerre en fidélisation, c'est-à-dire la population active. La population active, c'est quoi la définition, le périmètre, ce sont les donateurs qui ont fait un don dans les 0,24 mois, dans les 2 dernières années. C'est-à-dire ceux qui représentent 95% du potentiel de fidélisation. Donc quand on arrête de prospecter, qu'on prospecte plus assez, nécessairement, on diminue la chance de pouvoir fidéliser. Donc l'impact est direct sur la fidélisation. Donc, si en 2004, sur cet exemple, qui est celui de l'association bien connue, dont on va parler un peu plus tard, on peut se dire qu'en arrêtant de prospecter, on aurait une base de fidélisation qui aurait diminué, qui aurait été divisée par 4 environ sur 20 ans. On a une boîte à outils donc, qui est indispensable à l'extension du volume. Donc ce qui est important, c'est que les scores qui sont calculés sont des scores qui sont calculés pour l'association. C'est-à-dire, c'est elle bien sûr qui les prend en charge, mais surtout, c'est des scores qui vont respecter l'ADN de l'association et qui sont extrapolables sur n'importe quel référentiel d'adresse prospect. À partir du moment où on a une adresse, on est capable de calculer effectivement ce type de score. Donc, premier exemple du score montant. Pourquoi c'est l'ADN de l'association? Parce que pour calculer le score montant,
on doit se baser sur la base de données interne de l'association, identifier les gros montants par rapport aux petits montants, et construire à l'aide d'un maillage fin en termes de variables, de connaissance des adresses, l'algorithme qui permettra de calculer, de projeter ce score sur l'ensemble des adresses prospects. Même chose pour un score répondant, il faut véritablement se caler par rapport à une expérience de l'association, qui n'est pas transposable, bien sûr, par définition sur une autre, en mettant en regard le PMS, c'est-à-dire les actions, par rapport aux réactions pour construire les algorithmes. Donc tout ça, comme je l'ai expliqué, se base sur une connaissance fine, un maillage fin réalisé en amont de l'ensemble des adresses. Donc, nécessité d'avoir un référentiel de connaissances, en l'occurrence des données l'INSEE par exemple, des données de la Poste. Des concepts propriétaires tels que les géophrases nous permettent d'identifier à partir d'une adresse qu'un individu est dans un iris et que cet iris correspond à un certain type de comportement, clairement identifié. Juste parenthèse, on se rend compte avec les élections, le premier tour cette année, on se rend compte véritablement, et c'est redit dans les commentaires, que la notion d'habitat est vraiment pertinente pour expliquer aujourd'hui les résultats des élections. Nous, ça fait plusieurs années qu'on utilise cette dimension géomarketing pour les associations. La finesse du maillage, bien sûr. J'ai parlé de l'iris, en fait la notion de quartier, mais on peut descendre dans certains cas jusqu'au niveau de la rue, ou même de l'individu, grâce aux données France Télécom, puisque France Télécom nous donne l'ancienneté de l'adresse, par exemple, d'un individu. Et puis, bien sûr, la nécessité de l'éclairage de la base de données de gestion, parce que on ne fait pas n'importe quoi. Quand on veut identifier les montants, ça va être le montant du premier don, dans certaines conditions, avec un message de marketing direct, donc on ne mélange pas tous les donateurs. Alors voilà, on va passer un petit peu au message. Donc la ligne du message, toutes les questions, on a commencé, moi j'ai commencé à analyser un petit peu ce qui avait été fait précédemment. Donc on est en 2002, 2002-2003, il y a des messages pas très performants, parce que bon, je vous ai expliqué l'histoire de l'agence qu'on avait en interne. C'est pas une agence de fundraising, donc ils n'ont pas forcément des techniques marketing adaptées. Donc il fallait se repositionner également par rapport à ça. Donc, première analyse, un message qui, en fonction des années, a évolué, et surtout nos positionnements également, nos positionnements d'image, nos positionnements de message. Juste pour dire que la problématique du message est indissociable de la problématique de la cible. Sachant que l'univers de Thérapeutique d'Auteuil, de manière assez simpliste, c'est d'un côté l'opposition entre l'ancrage traditionnel catholique, c'est bien, un ancrage forcément très ouvert, de l'autre côté du monde laïque, et puis ça fait partie aussi de l'ADN de la Fondation d'Auteuil. Il y a toujours eu des donateurs modestes, donc des petits dons, et notamment en province, la Fondation d'Auteuil, et puis historiquement, c'est connu bien sûr, il y a aussi des donateurs très généreux, pas uniquement que dans le 16e arrondissement, mais qui correspondent à une image bien connue de la Fondation d'Auteuil, qui font aussi partie de cet ADN et de cette problématique de cible. Et c'est pourquoi la réflexion sur le message a été tout au long indissociable aussi d'une réflexion sur le positionnement de chacun des messages par rapport aux cibles. On s'est rendu compte qu'il y avait véritablement en prospection aujourd'hui 5 dimensions à maîtriser. Donc, la première, ce sont les territoires de prospection. Donc, des volumes de plus en plus grands et surtout des volumes de plus en plus et de mieux en mieux connus. C'est-à-dire cette possibilité d'identifier des gens différents qui réagiront de manière variée aux messages, aux grilles de dons, à l'ensemble des discours qui peuvent être développés. On a vu tout à l'heure, en dessinant cette carte, ces oppositions pour positionner les messages, que ça faisait complètement sens. Donc, ces territoires de prospection sont indispensables donc, à être élargis au maximum et surtout à être cartographiés, identifiés, mesurés. Donc, non seulement en amont pour faire les bons choix, mais aussi en aval pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, sur des tests de messages, identifier que tel message a mieux fonctionné sur tel type de population et tel autre sur un autre type de population, et pas s'enfermer sur la logique du seul message gagnant universel qu'on critiquait tout à l'heure. Le ou les médias. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer, sauf quand finalement tout va bien, bien sûr,
avec le postal, il ne peut pas se passer du média téléphone parce qu'il permet d'aller au-delà sur des populations différentes, avec un caractère plus intrusif certes, mais qui permet de générer, d'aller plus loin dans la prospection. Tous les nouveaux médias, bien sûr, participent aussi de cet effort. Le ou les messages, Roland a bien insisté sur tous les efforts qui avaient été faits, c'est vrai que la progression globale de la prospection aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu ce travail sur les messages, la remise en cause des messages précédents, le retour à l'ADN de l'association pour avoir un ancrage sur quelque chose de stable en termes d'image et éviter le flou en termes de positionnement. La valeur d'acuité, donc on vient juste de l'évoquer, effectivement, c'est-à-dire que tous les donateurs prospectés ne se valent pas, et il faut essayer de mettre tous les moyens pour que chacun fasse le don maximum par rapport à son potentiel. Et bien sûr, tout cela doit être mis en regard de ce qu'on appelle la consolidation ou la lifetime value, c'est-à-dire qu'on peut faire de très très belles prospections, avoir de très hauts niveaux de taux de retour, mais si derrière les donateurs ne consolident pas parce qu'ils ne s'y retrouvent pas du tout, exemple bien connu, souvent des urgenciers, c'est-à-dire que les donateurs peuvent venir sur une urgence très forte et très médiatisée, mais s'avérer être de très mauvais donateurs en fidélisation. Il faut l'avoir en tête, parce que ça peut complètement bouleverser les hiérarchies. Et des donateurs qui pourraient être couverts en prospection peuvent devenir, au contraire, quelquefois, contre-productifs et faire perdre de la marge en fidélisation. Donc il faut aussi avoir cette possibilité de retour sur l'expérience, pas seulement sur l'expérience de l'année, mais aussi se projeter sur les années suivantes, c'est-à-dire regarder en dépouillant au niveau le plus fin, c'est-à-dire aux deux individus, en fonction de ce qu'on connaît d'eux, en fonction de ce qu'on a pu qualifier en termes de score, voir si derrière, ce comportement donateur permet d'envisager un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on puisse avoir le succès initial, c'est-à-dire le recrutement, mais surtout derrière une consolidation qui va complètement rentabiliser l'action. C'est heureusement d'ailleurs ce qu'on a pu vérifier, le changement de message, même le changement de média, aujourd'hui pour la fondation d'Auteuil, c'est pas avéré contre-productif en termes de consolidation.